Les différentes réunions publiques déjà organisées sur les deux îles que sont Ré et Oléron n'ont pas vraiment rassuré la population quant à la construction d'un parc éolien offshore. Un projet qui suscite déjà une levée de bouclier de la part des élus, des pêcheurs et des défenseurs de l'environnement. L'État, de son côté, au travers de son représentant, tente de mettre en avant les atouts d'un tel projet. Tout comme d'ailleurs l'association Réavenir 17, qui a participé aux deux réunions publiques, dont la dernière s'est tenue le 13 octobre 2021 au Bois-Plage-en-Ré. Île de Ré TV vous propose d'entendre l'argumentation de l'association Réavenir 17 au travers de 4 de ses membres, en commençant bien entendu par sa présidente Isabelle Vétois. Le débat sur le projet de parc éolien au large de l'île d'Oléron a démarré au mois de septembre. Nous avons participé au premier débat organisé par la Commission nationale du débat public le 5 octobre à Sainte-Marie-de-Ré et au deuxième débat organisé par la communauté de communes au Bois-Plage le 13 octobre, communauté de communes qui s'est déclarée opposée au projet. Nous accueillons favorablement le débat et nous souhaitons nous y inscrire avec des propositions et une méthode. Lors du débat d'hier, il y a eu beaucoup de discussions sur l'absence d'études d'impact. Et les gens disaient « Ah, pas d'études d'impact, mais donc on ne peut pas décider, on ne peut pas agir ». Moi, je voudrais souligner quelque chose, c'est qu'en fait, il y en a une étude d'impact, et une sérieuse, faite par des spécialistes reconnus dans le monde entier, pas contestée, actualisée tous les ans. Vous avez sans doute deviné que cette étude d'impact, celle dont je veux parler, c'est le rapport du GIEC, le Groupement international des experts pour le climat. La dernière qu'ils ont faite cet été, le titre c'était « Alerte rouge ». Parce qu'ils nous disent quoi? Ils nous disent, vous savez, le fameux accord de Paris, où en 2050 on devait arrêter à plus de degrés la montée des températures, on n'est pas dessus. Ça ne va pas marcher. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a un accroissement un peu exponentiel de la température. Les 6 dernières années ont été les 6 plus chaudes jamais mesurées. Alors c'est inquiétant, et pourquoi? Parce que pour atteindre ces que plus de degrés, il faut changer nos habitudes, il faut diminuer notre consommation par 2. Ceux qui ont regardé le parking de la salle communale ont vu que le parking était plein de voitures, qui n'étaient pas électriques. Alors, ce n'est pas une critique, nous on a des voitures. Ça veut dire que ce n'est pas simple de changer nos habitudes et de diminuer par 2. Et puis l'autre raison, c'est parce qu'on ne va pas assez vite dans les énergies renouvelables. Et donc on utilise encore trop d'énergie fossile qui dégage du gaz carbonique. Alors, ce qui est apparu aussi dans les gens qui sont contre ce projet, c'est qu'en fait, ils ne sont pas forcément très clairs sur leur vision de l'avenir. Parce que c'est très bien d'être contre le nucléaire, de mettre des restrictions terribles sur le photovoltaïque, de vouloir pas d'accroissement de l'hydraulique et d'être contre ce projet éolien, mais on fait quoi? Donc je crois que c'est cette cohérence entre la position locale et puis ce monde qui nous attend, le monde de nos enfants, qu'il faudrait qu'on arrive à réconcilier et à mettre en perspective. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Philippe vous a parlé du réchauffement climatique. Donc, l'une des raisons fortes de ce réchauffement, c'est l'émission des gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Il est absolument indispensable pour lutter contre ce réchauffement de diminuer, voire de supprimer ces émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, et ce qu'on appelle la neutralité carbone à horizon 2050, qui est un objectif que maintenant plusieurs pays, et notamment l'Europe, se fixent, ce qui veut dire en fait avoir des émissions qui soient totalement compensées par nos forêts qui absorbent du CO2, cela nécessite de réduire très fortement notre consommation d'énergie fossile. Donc le pétrole, le fioul, le gaz, le charbon. Aussi bien pour nous, à titre individuel, que aussi nos industries. L'atteinte de cet objectif nécessite, et les projections qui ont été faites par les scientifiques montrent qu'en fait, il faut non seulement diviser par 2 notre consommation, toute énergie confondue, et en fait, quasiment supprimer la consommation d'énergie fossile, et ceci va nécessiter, en fait, d'augmenter la consommation électrique. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une consommation électrique qui représente à peu près 1/3 de l'ensemble des consommations, toute énergie confondue. Demain, à horizon 2050, nous devrions avoir plus 38%
de consommation électrique pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone. Emmanuel a bien planté le contexte. Les solutions pour parvenir à cet objectif sont les renouvelables. Ça a été souligné encore aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie qui déplore que ce déploiement des renouvelables n'est pas assez rapide dans les pays industrialisés et qu'il faut mettre les bouchées doubles. Donc, au cours de ce débat, on a entendu déjà beaucoup de contre-vérités sur l'éolien. Le GIEC, comme l'ADEME, s'accorde à dire que l'éolien est une source très décarbonée, du même niveau que le nucléaire, sans poser les problèmes de sûreté, mais c'est un autre débat et ce qui nous intéresse, c'est surtout le réchauffement climatique. Et on a également entendu que cette source était intermittente, c'est vrai, mais son rendement reste très intéressant pour ce qui est de l'éolien offshore. Il se situe entre 40%, voire 50% pour les nouveaux parcs qui voient le jour en Europe du Nord, grâce à des turbines très grosses, des zones plus venteuses. Cela ne veut pas dire non plus que l'éolien ne tourne que 40% du temps. L'éolien en mer tourne 90 voire 95% du temps. Seulement, il n'est pas toujours à pleine puissance, parce que l'éolienne possède une courbe de puissance en fonction de la vitesse du vent. Mais en général, on peut affirmer qu'il tourne à 90% du temps pour les parcs offshore. On a aussi entendu que l'éolien en mer nécessitait la construction de centrales à gaz. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pays européens développent le gaz comme énergie de transition parce que c'est la moins carbonée des énergies fossiles et qu'effectivement, lorsqu'il n'y a pas de vent, parce que ça peut arriver, il faut consommer du gaz. Seulement, chaque kilowattheure produit avec l'éolien, c'est du gaz qui n'est pas brûlé. Donc, plus on a de l'éolien, moins on a de gaz. Avec ça, en parallèle, les énergies renouvelables viennent avec toute une batterie de technologies pour pallier justement cette intermittence, que sont le stockage. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de barrages. Les pays scandinaves en ont aussi, et c'est pour ça qu'on développe beaucoup d'interconnexions. Récemment, il y en a une qui a été déployée entre l'Allemagne et la Norvège pour faire des échanges d'énergie quand l'Allemagne ne produit pas assez d'éolien et voudrait l'hydraulique norvégien. Également, RTE se lance dans la construction de grosses batteries de stockage, donc avec la fameuse technologie lithium-ion qui sont aussi utilisées pour les voitures électriques et qui permettent d'équilibrer le réseau et à nouveau pallier l'intermittence. Une autre technologie très prometteuse, c'est l'hydrogène vert. On entend aussi beaucoup parler dans les médias. L'Allemagne, notamment, de par sa volonté de sortir rapidement du nucléaire et du charbon, mise gros sur cette technologie et elle peut nous permettre de justement produire cet hydrogène lorsqu'il y a beaucoup de vent et de le réutiliser lorsqu'il y en a moins. Et à nouveau, c'est une mesure pour compenser l'intermittence. Donc, les renouvelables sont décarbonés, ça les organisations internationales sont d'accord pour le dire, mais elles viennent aussi avec toute une batterie de technologies qui nécessite des investissements. Mais RTE l'a souligné dans son mix à 2050, et puisque c'est RTE qui fournit notre électricité, qui l'achemine jusqu'à chez nous, je pense qu'on peut leur faire confiance sur cette vision 2050. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Pour mettre en perspective tout ce que l'on vient de dire, RTE, qui est gestionnaire du réseau de transport d'électricité, mais qui a aussi en charge l'équilibre du réseau électrique, a analysé un certain nombre de scénarios à horizon 2050, tenant compte de l'accord de Paris, avec différentes possibilités de mix électrique. Ce que l'on voit, c'est que dans un scénario où on cherche à garder un maximum de nucléaire, le scénario qui maintient le maximum de nucléaire parmi les différents scénarios analysés par RTE, on atteint difficilement 50% de nucléaire. Et pour atteindre ce 50% de nucléaire, il est nécessaire de développer un programme très intense de développement de nouvelles centrales nucléaires, donc 14 EPR à l'image de celui qui est en cours de développement à Flamanville, plus des réacteurs de plus petite taille, ce qu'on appelle les réacteurs SMR, qui est une nouvelle technologie en cours d'étude, issue de l'industrie militaire, et également
la prolongation des centrales existantes jusqu'à au minimum 60 ans. Donc on voit qu'on est dans un scénario extrême et que même en mettant en œuvre tout cela, on ne pourra atteindre que 50% de nucléaire dans notre mix électrique. Donc ceci veut dire qu'on a de toute façon, pour atteindre les objectifs de décarbonation, besoin aussi massivement des énergies renouvelables. Et parmi les énergies renouvelables, l'éolien offshore apporte un potentiel important qu'on ne peut pas négliger.